Il m'a appelé un mardi. Je m'en souviens parce que je faisais infuser de la camomille et que la bouilloire venait tout juste de commencer à chanter. Je décroche avec ces petits frissons familiers dans la poitrine, celui qui revient toujours quand qu'est le nom de votre enfant qui s'affiche à l'écran, peu importe son âge. Maxime sonnait heureux, presque débordant. Et quand il a dit « Maman, j'ai quelque chose d'incroyable à te demander », j'ai souri sans même savoir pourquoi. Je m'appelle Hélène Barois. J'ai 68 ans, ancienne fleuriste à la retraite. Et je suppose que c'est que je suis en train d'avouer, ici, qu'est-ce que j'ai passé toute ma vie d'adulte à me courber vers la lumière d'une seule personne, pour finir là laisser dans l'ombre au moment même où il n'avait plus besoin de chaleur. Cet après-midi-là, Maxime m'a parlé de son voyage de noces rêvé avec Célia, sa fiancée, les Maldives, des bungalows sur pilotis, de l'eau turquoise, toute la carte postale. Il en parlait avec cette excitation qui vous donne envie de croire aussi. On veut commencer notre mariage dans la sérénité, il a dit. Pas de dettes, pas de stress, juste nous deux, vraiment présents l'un pour l'autre. Puis il a ajouté, après un petit silence, ce serait vraiment un cadeau, ton soutien, comme ta bénédiction. Je n'ai pas hésité. Je lui ai demandé combien qu'elle coûterait et, quand il m'a répondu, 12 500 euros, j'ai senti mon souffle se suspendre un instant, mais pas de façon douloureuse, plutôt comme une vieille habitude qui revient, une mémoire musculaire, bien sûr que j'allais dire oui. Il m'a remercié tout de suite, avec une tendresse qui m'a serré le cœur. Tu n'imagines pas à quel point qu'a compte pour moi, il a dit et je l'ai cru. J'ai raccroché, le cœur plein, l'esprit déjà en train d'imaginer son sourire sur la plage, la main dans celle de Célia, heureux, détendu, commençant sa vie de couple sous les milieux auspicieux. Je pensais déjà à m'asseoir à l'église, le regard tourné vers lui, fier d'avoir pu lui offrir ses départs. J'étais même allé jeter une ouïe en ligne pour trouver une robe de cérémonie, quelque chose de simple, d'élégant. Jamais pas une seule seconde, je n'ai un visage que je ne serais pas invité au mariage. C'est étrange, le son que la mémoire conserve. J'entends encore le tintement des clés de Paul sur la table du couloir, la veille de sa mort. C'est bruit banal, quotidien, qui ne voulait rien dire à l'époque. Il avait 38 ans et moi à peine 33. Un soir, on discutait calmement des causes à faire, et le lendemain matin, j'étais veuve, en train de plier des livrettes de messe pendantes que Maxime s'endormait contre moi sur le banc de l'église. Ses petits doigts s'enroulés autour des miens. Maxime n'avait que 4 ans quand son père est parti. Trop jeune pour comprendre ce que signifiait vraiment ce silence, mais assez grand pour le ressentir dans chaque recoin de la maison. Je m'étais promis de lui garder un cadre stable, de maintenir notre vie aussi intacte que possible. Je faisais de notre foyer une citadelle de routine. Petit déjeuner à 7 heures, devoir à 16 heures, histoires du soir même quand une migraine cognait derrière mes tempes comme un tambour. À l'époque, je venais tout juste de reprendre la boutique familiale à Brive-la-Gaillarde. Une petite boutique de fleurs modeste mais chaleureuse. Pendant la période des bals de fin d'année, je faisais des journées doubles à assembler des corsages jusqu'à minuit, les mains gonflées, le dos en feu. J'ai sauté des week-ends, une année, j'ai même sauté Noël. Chaque bouquet, chaque commande, qui était un pas de plus vers ce que j'espérais lui offrir. Des choix, une vie plus douce que la mienne. Une liberté que moi, je n'avais jamais eue. Quand la succession de ma mère a été réglée, pas une grosse somme, juste les économies d'une vie discrète, je n'ai même pas réfléchi. Tout est allé dans les comptes pour ses études à Toulouse. Les livres, les loyers, les repas. Je ne lui ai jamais dit à quel point les fins de mois étaient insérées. Comment je m'étais coupé les cheveux moi-même devant le miroir ou éviter les consultations chez le dentiste. Cela n'avait pas d'importance. Le jour de sa remise de diplôme, j'ai senti que tout cela valait la peine. Il m'a prise dans ses bras, en sous sa toge et un murmure. On l'a fait, maman. Je ne me suis jamais remariée. Certains amis essayaient de me pousser doucement, avec ces phrases pleines de bonnes intentions, sur le fait de refaire sa vie. Mais je n'en avais pas envie. Mon cœur était là,
dans cette vie imparfaite mais construite autour de lui. J'avais mis tout ce que j'étais dans l'idée qu'un jour, il serait heureux. Alors quand il m'a demandé ce cadeau, ce qu'il appelait une bénédiction, j'ai cru que c'était enfin mon tour de donner quelque chose de beau sans me faire. Jamais je n'aurais imaginé que ce serait aussi le moment où il commencerait à me faire pour de bon. Le lendemain matin, je suis allée à la banque avec mon vieux manteau gris, celui que je porte depuis que Maxime était au collège. Il est chaud, mais les poignets sont limes, les coutures fatiguées. Un de ces vêtements qu'on garde sans trop y penser, qu'on remet chaque hiver en se disant qu'il fera bien encore une saison. J'ai fait la queue avec, dans la main, un petit papier sur lequel j'avais noté la somme. 12 500 euros, d'une écriture ronde et soignée. Quand c'est fut mon tour, la conseillère m'a accueilli avec le sourire professionnel qu'on réserve aux clients fidèles. Elle m'a demandé si j'étais sûre, si les coordonnées étaient correctes. J'ai hoché la tête. C'est pour mon fils, j'ai dit. Son voyage de noces. Elle a souri. Elle a dit qu'il avait de la chance, et j'ai souri aussi, même si au fond je n'étais pas certaine que la chance est quoi que ce soit avoir là-dedans. En sortant, je me suis assise sur le banc devant la boulangerie. Je n'avais pas pris de charpe ce jour-là, et le vent me traversait comme une lame, mais je ne pensais pas au froid. Je pensais à Maxime et Célia, marchant pieds nus sur le sable, elle en robe légère, le rire emporté par le vent. Je me suis imaginé recevant une petite carte postale, ou peut-être une photo d'eux souriant sous le soleil, avec une note manuscrite qui dirait simplement merci. Plus tard dans l'après-midi, j'ai commencé à chercher une robe pour le mariage, quelque chose de discret, raffiné. J'avais cette image en tête, Maxime me prenant par le bras avant la cérémonie, me montrant ma place, me serrant la main, comme quand il était petit et qu'il avait peur. Je l'imaginais me présentant à la famille de Célia, discutant gentiment, un verre à la main, regardant la première danse avec une émotion contenue. Cela faisait longtemps que je n'avais pas acheté de vêtements neufs. J'ai passé en revue les modèles, en mettant quelques robes dans mes favoris. Une bleue marine en mousseline, à la coupe simple, une prune en dentelle qui me rappelait les pivoines que je plaquais toujours près de la vitrine au printemps. J'ai même téléphoné à Claire pour lui demander si elle voulait bien m'aider à me refaire une couleur avant le grand jour. Tout va être magnifique, elle m'a dit, qu'est un moment aussi. Et je l'ai cru, vraiment. Je pensais que j'avais enfin atteint ce chapitre de ma vie où je pouvais être là simplement, sans devoir me battre pour avoir une place. Être regardée, honorée, présente. Je n'avais aucune idée à quel point j'allais me tromper. Le message arrive 3 jours après le virement. J'étais en train de plier du ligne, à appareiller des chaussettes qui, comme toujours, ne formaient jamais de vrais spires, quand mon téléphone vibre sur le rebord de la fenêtre. C'était une chemise de Maxime, brevet curieusement impersonnel, presque comme un message automatique. Salut maman, on voulait juste te prévenir que la cérémonie de mariage sera très intime, en petit comité. On garde 4 restreints. Merci de ta compréhension. Je l'ai lu 2 fois, puis une troisième. Mes mains étaient encore humides d'avoir rincé un chemisier, et je me rappelle les avoir séchées trop vite sur un torchon, comme si le message allait changer si je le réalisais avec les doigts secs. Je me suis assise au bord du lit, le cœur soudain suspendu en attente d'une explication qui ne venait pas. Avant même que je puisse répondre, un autre message est arrivé. Celui-ci venait d'un numéro inconnu, qui était la mère de Célia. Bonjour Hélène, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous écrire personnellement pour vous dire qu'il serait peut-être préférable que vous ne veniez pas à la cérémonie. Afin d'éviter toute tension émotionnelle le jour, je merci de votre compréhension. Je suis restée figée, l'écran dans les mains. J'ai cherché une suite, un mot d'excuse, une tentative d'explication. Mais il n'y avait rien d'autre. Juste quelques phrases polies, froides, qui fermaient la porte sans bruit. Je n'ai pas répondu, pas tout de suite. J'ai posé le téléphone et repris les lignes, mais mes gestes étaient mécaniques. Mes mains bougeaient sans que mon esprit les suive. J'espérais encore, au fond, que Maxime allait appeler, désamorcer le malentendu, me dire que tout cela était une erreur, que sa future belle-mère s'était un peu trop avancée.
Mais l'appel n'est jamais venu, et au fil de la soirée, j'ai compris que n'était pas une erreur, qui était intentionnelle. Je n'étais pas attendu, je n'étais pas invité. Je suis resté longtemps à la table de la cuisine. Une fois la nuit tombée, la pièce devenait froide, mais je ne bougeais pas. Ma tasse de refroidissait sans que je la touche. J'écoutais le bruit sourd du réfrigérateur et le tic-tac régulier de l'horloge au mur. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis rendu compte que je ne savais plus où j'existais dans la vie de mon propre fils. Et ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas d'avoir été écarté. Qu'était la façon dont ça avait été fait, si discrètement, si facilement, comme si j'avais été une lettre mal adressée, retournée à l'expéditeur sans me m'être ouverte. C'est Claire qui m'a montré les photos. Elle ne l'a pas fait exprès. Nous étions chez elle, à feuilleter un ancien magazine de jardinage autour d'un café, quand son téléphone vibre. Elle regarde l'écran, puis elle lève le téléphone, insouciante. Tu as vu ça? Le mariage de Celia. On dirait une pub pour une agence de luxe. Avant même que je puisse répondre, elle m'avait déjà tendu l'écran. Un domaine viticole baigné de lumière dorée, les vignes s'étendant à perte de vue, des rangées de chaises blanches parfaitement alignées sur la pelouse, de longues tables recouvertes de nappes ivoires, de bordons de compositions florales somptueuses. On entendait un quatuor à cordes jouer en arrière-plan d'une vidéo. C'était somptueux. Je l'ai reconnu immédiatement. Un domaine prestigieux en Dordogne, réputé pour ses mariages fastueux. J'avais livré des compositions florales il y a des années. À l'époque, je n'avais entrevu la réception qu'à travers les spots de service, les brasses chargées de pivoines. Cette fois, c'était la première loge, mais à travers un écran, il y avait des dizaines de personnes. Je les ai comptées rapidement. Au moins 70, peut-être plus. Toute la famille de Celia, en tenue d'apparat, souriante, trinquant sous les guirlandes lumineuses. Dans une vidéo, son beau-père levait son verre pour un discours. Il parlait avec cette chaleur polie que l'on garde pour les occasions officielles. Sous la publication, une légende. Le plus beau jour de notre vie, entouré de ceux qui comptent. Je n'ai rien dit. J'ai rendu le téléphone à Claire et j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel s'était couvert sans que je le remarque. Une pluie fine s'abattait sur les hortensias. Elle a compris, je crois, sa voix s'est adoucie prudente. Hélène, je pensais que tu savais. Je suis désolée. Mais elle n'avait rien à se faire pardonner. Ce n'était pas elle qui m'avait effacé, qu'était mon absence, soigneusement orchestrée, qui me frappait. J'avais été retirée, discrètement, comme on rature un nom au crayon. Ce soir-là, je suis restée assise dans mon salon, les lumières éteintes. J'ai repensé au mariage que j'avais imaginé. Ma place au premier rang, le regard de Maxime quand il poserait les yeux sur moi, le sourire qu'il m'adresserait au moment de dire ses vœux. Tout cela s'est dissous dans ma mémoire comme un sucre oublié dans une froide. Je n'ai pas pleuré, pas encore. Il y a une tristesse qui ne se manifeste pas en larmes. Elle s'installe en silence, profondément, et appuyée contre les côtes comme un poète qu'on porte depuis toujours sans jamais savoir ce qu'il était là. Les jours qui ont suivi le mariage ressemblaient à une maison vide. Pas de coupe de fil, pas de message, même pas un mot pour me remercier du voyage ou simplement vérifier comment j'allais. Un silence dense, choisi, presque étudié, comme si Maxime avait quitté la pièce et refermé la porte sans se retourner. Je regardais mon téléphone plusieurs fois par jour, non pas parce que je m'attendais vraiment à un message, mais parce que cette absence devenait de plus en plus assourdissante. Chaque heure sans nouvelles me confirmait un peu plus que n'était ni un oubli ni une maladresse, que c'était un choix. La nuit, je restais souvent éveillée, je n'étais pas agitée, pas vraiment. Plutôt suspendue dans un espace flou entre la vente et la presse. Allongée dans le noir, je regardais le plafond tourner lentement au rythme du ventilateur. Je pensais à cette nuit où Maxime venait de se glisser dans mon lit après un cauchemar. Il se collait contre moi et murmurait « Maintenant je suis en sécurité », comme si c'était une sorte que seule ma voix pouvait jeter. J'avais été son refuge. Aujourd'hui, je n'étais même plus une pensée. Je tentais de m'occuper. Je rangeais les placards, faisais de longues marches dans le quartier,
Préparez des tartes que je n'avais pas envie de manger. Mais rien n'avait de poids. Mes gestes étaient là, mais pas aussi, mais les sentiers restaient ailleurs. Je revoyais les images du mariage, les sourires, les toasts, et je m'imaginais à l'écart, invisible comme une silhouette à travers une vitre. Un après-midi, j'ai ressorti les vieux albums photos, pas pour me torturer, mais pour comprendre. J'ai tourné les pages avec lenteur, des anniversaires, des spectacles d'école, des costumes vêtements pour carnaval. Maxime tenant une canne à pêche, un chapeau trop grand sur la tête, du chocolat fondu au coin de la bouche. Chaque image me parquait doucement, non pas parce qu'elle mentait, mais parce qu'elle disait vrai. Je l'avais aimé sans compter, sans calcul. Chaque choix, chaque renoncement, avait été un pari sur le homme qu'il deviendrait. Mais ce que je n'avais jamais imaginé, qu'est-ce qu'il puisse, un jour, laisser cet amour derrière lui comme une échelle abandonnée une fois l'amour franchi. Cette vérité ne m'a passé si brutalement. Elle est arrivée comme une brume. Elle s'est posée sur moi lente et insistante. Et en tenant cet album fermé sur mes genoux, j'ai compris. Il ne m'avait pas oublié. Il avait choisi de ne plus se souvenir. Et qu'était peut-être la blessure la plus profonde de toutes. C'est clair, encore elle, qui sème le doute sans le savoir. Nous étions en train de déjeuner dans sa cuisine, deux sandwichs au thon posés sur des assiettes ébréchées, quand elle a dit d'un ton léger. Au moins, tu as la satisfaction de savoir que ton nom est sur leur voyage de noces. C'est déjà canon? J'ai posé ma fourchette. Comment qu'à mon nom? Elle a haussé les épaules. Eh bien, puisque c'est toi qui as payé, j'imagine que la réservation a été faite à ton nom. Qu'est-ce logique, non? L'après-midi même, en rentrant chez moi, je suis allée chercher les mails que Maxime m'avait transférés. Il m'avait envoyé la confirmation il y a plusieurs semaines. Juste un court message, avec les détails du volume de l'hôtel. Je ne les avais pas vraiment lus, pas en détail. J'avais confiance, mais là, je me suis mise à scruter chaque ligne, chaque intitulé, chaque clause au bas du contrat. Et mon nom était partout, mon nom complet, Hélène Barrois, inscrite comme acheteuse officielle, pas juste comme payeuse. J'étais la titulaire de la réservation. L'agence m'avait adressé directement les documents. Tout passait par moi. Maxime ne me l'avait jamais dit. Je suis restée assise longtemps devant l'écran. Je relisais encore et encore ces informations, non pas parce que je doutais, mais parce que je n'arrivais pas à croire à quel point il avait soigneusement manœuvré les choses. Il m'avait demandé l'argent, m'avait guidé vers le site, m'avait laissé remplir les formulaires, tout en s'assurant de ne jamais mentionner que c'était juridiquement à mon nom. Ce n'était plus juste de la douleur, c'était une éclate coupante, une manipulation douce, masquée derrière de faux remerciements. Il m'avait laissé croire que je faisais partie de ce nouveau départ, tout en préparant l'effacement complet de mon rôle dès que la transaction serait terminée. Ce soir-là, j'ai préparé une tisane que je n'ai pas bu. J'ai étalé les documents sur la table de la salle à manger, comme je le faisais autrefois avec les candidatures de Maxime à l'université. Je passais des nuits à corriger ces lettres de motivation, à vérifier les dates, à relire chaque mot. Et maintenant, me voilà encore là, relisant, mais cette fois les traces de mon propre effacement. Et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, je n'étais ni confuse ni dévastée. Je ressentais autre chose. Une décision. Pas une rage brûlante, mais un calme froid, lucide. Il avait fait ses choix. Maintenant, c'était à mon tour de faire les miens. La femme de l'agence de voyage avait une voix douce, le genre de ton qu'on adopte qu'après avoir entendu beaucoup de larmes. Elle m'a demandé le numéro de réservation, puis se confirme mon nom. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui, Madame Barrois? Je lui ai répondu que je voulais annuler une réservation. Elle a demandé si c'était pour un problème de dates, un changement de programme. J'ai marqué une pause, le temps de choisir mes mots, puis j'ai dit celui qui me semblait le plus juste, fraude. Il y a eu un léger silence de son côté, suivi d'un changement de ton, plus attentif, plus sérieux. Je comprends, a-t-elle répondu, avant de me guider pas à pas dans la procédure. Comme tout était à mon nom et payé depuis mon compte, l'annulation était parfaitement légale, propre, immédiate. Je n'avais même pas besoin d'en parler à Maxime,
pas de confrontation, pas de scène, juste quelques clics, quelques documents, et tout est efface. Le mail de confirmation est arrivé dans l'heure. Remboursement en cours. Voyage annulé. Personne n'ira dans ces bungalows sur pilotis. Pas de sablé blanc. Pas de cocktails exotiques. Pas de commencement paisible bâti sur le silence d'une femme qu'on avait choisi de ne pas inviter. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Ce n'était pas ce que je cherchais. Mais j'ai ressenti une forme d'apaisement. Comme si quelque chose en moi s'arrêtait en fin de tournée. Je me suis assise pour lui écrire un dernier message. Ni une explication, ni une colère. Juste une phrase mûrie pendant des semaines. Tu as choisi ta paix, j'ai choisi la mienne. Puis je la bloque. Ce soir-là, j'ai ouvert mon classeur de papiers administratifs. J'ai sorti le dossier que je n'avais pas osé toucher depuis des années. Mon testament, mes directives financières. Maxime est figuré comme bénéficiaire unique depuis ses 18 ans. Je n'y avais jamais réfléchi, qu'était naturel, comme une évidence. Mais là, assise à cette table, je voyais les choses autrement. Plus clairement, ce n'était pas une vengeance, qu'était une correction. Le lendemain matin, j'ai appelé mon notaire. On a fixé un rendez-vous pour la semaine suivante. Sa voix, toujours égale, m'a demandé s'il y avait urgence. J'ai répondu non, juste de la lucidité. Après avoir raccroché, je me suis tournée vers la fenêtre de la cuisine. Le jardin semblait encore endormi. La terre était nue, mais je savais que dessous, quelque chose attendait. Je replanterai bientôt, mais cette fois, si ce serait pour moi, le bureau était clair et ordonné, avec une légère odeur de cire sur les meubles en bois. Mon notaire, Maître Laurence Garnier, qui règle mes affaires depuis bientôt 10 ans, efficace, toujours courtoise, mais jamais trop familière, ces jours-là, elle m'a regardé avec attention, comme si elle tentait de deviner ce qui m'amenait avant même que je parlais. Nous étions assises face à face autour d'une petite table de réunion. J'ai sorti le dossier que j'avais préparé et l'ai posé entre nous. Je souhaitais faire quelques modifications, ai-je dit. Mon testament, mes procurations financières. Elle a hoché la tête calmement et a ouvert le dossier. Y a-t-il des points particuliers à revoir? Aucun problème en soi, ai-je répondu. C'est plutôt un recentrage. Elle a levé les yeux, surprise par ma formulation. Vous voulez retirer votre fils? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais sentir le poids de cette décision. Non pas parce que je doutais, mais parce que je tenais à lui donner la place qu'elle méritait. J'ai pensé à toutes les années que j'avais construites autour de lui, aux sacrifices glissés dans des gestes si quotidiens que je n'avais oublié qu'ils étaient un des choix. J'ai pensé au silence après le mariage, à l'appel qui n'était jamais venu, à l'effacement organisé avec tant de soin. Oui, ai-je dit enfin, dès maintenant. Maître Garnier n'a posé aucune question inutile. Elle a simplement demandé à qui je souhaitais transmettre mes biens. Je lui ai parlé de l'association de soutien aux jeunes femmes sortant de l'aide sociale à l'enfance, celle où je venais de commencer à faire du bénévolat. Je voulais que mon argent serve à loger, éduquer à soutenir, offrir une chance que d'autres n'avaient jamais eue. Elle a relevé les sourcils, puis esquissé un léger sourire. C'est un geste fort. Ce n'est pas un geste, ai-je répondu. C'est un rééquilibrage. Nous avons passé en revue chaque document. À chaque signature, je sentais quelque chose se dénouer. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était même pas du chagrin. C'était une manière de remettre de l'ordre. Tranquillement, fermement. Une fois les papiers rangés, elle se levait pour aller les classer. Vous savez, ce genre de décision laisse parfois des traces, a-t-elle dit avec douceur. Êtes-vous sûr d'être prête? Je le suis. Ma voix ne tremblait pas. J'ai passé trop de temps à attendre qu'on reconnaisse ma place. Maintenant, je la définis moi-même. En sortant de l'étude, j'ai respiré l'air vif du début d'après-midi. Le ciel était large, dégage. Il me semblait que je venais de prendre, pour la première fois depuis longtemps, une bouffée d'air qui m'appartenait vraiment. Pas prêtée, pas conditionnelle, juste à moi. La maison des associations se trouvait à quelques rues de mon ancienne boutique. C'était autrefois une petite église, puis une bibliothèque municipale, et désormais un centre d'accueil pour les jeunes femmes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Je ne suis pas allée pour combler un vide.
Je n'étais même pas certain de ce que je cherchais, mais il y avait quelque chose dans cet endroit qui m'a semblé juste, simple, authentique. Personne ne me demandait d'être plus que ce que j'étais. Il s'appelait un programme de mentorat, mais je n'ai jamais prétendu tout savoir. La plupart du temps, je m'asseyais dans la salle d'activités, avec des fleurs en soie ou des rubans, à montrer comment semblait un petit bouquet ou un nude propre. Mes mains, malgré les années, n'avaient rien oublié. Elles regardaient, parfois méfiantes, parfois intriguées, puis elles s'approchaient. L'une d'elles surtout m'a marqué. Elle s'appelait Noël. D'acceptance le regard vif comme une lame. Elle observait sans parler, toujours à distance, avec cette attention dans les épaules que je reconnaissais. Que n'était pas de la timidité, qu'était un bouclier. Un jour, alors que nous nettoyions d'anciens vases, elle me demande, sans lever les yeux, pourquoi vous venez ici? Vous n'avez pas de petits enfants ou des enfants à vous occuper? Je me suis arrêtée un instant, non parce que je ne savais pas quoi répondre, mais parce que le dire à voix haute restait encore douloureux. Je n'ai eu, ai-je dit, mais je pense que je me suis trop effacée. Elle a hoché lentement la tête. Elle n'a pas posé de questions, mais à partir de ce jour-là, elle est restée plus près. Elle écoutait plus, demandait conseil, s'ouvrait. Chaque semaine, je donnais un peu plus de moyens à cette pièce, parce comme avec Maxime, ici, il n'y avait pas d'attentes, pas de dettes invisibles, juste une présence, une disponibilité. Je leur montrais comment presser des fleurs entre les pages d'un livre, comment harmoniser les couleurs selon les saisons. Mais au fond, ce que je leur transmettais, qu'était autre chose, le droit d'exister sans devoir toujours prouver sa place. Et lentement, il faut être mesure que ces jeunes femmes me regardaient dans les yeux, que leurs sourires devenaient pleins, que leurs mains devenaient sûres, quelque chose s'apaisait en moi. Ce n'était pas de la fierté, c'était plus ancien, plus profond. Une forme de reconnaissance, pas celle que j'attendais autrefois, une qui ne demandait rien en retour, une qui me suffisait enfin. La première fois que j'ai réservé un voyage pour moi, je n'en ai parlé à personne. Pas par secret, mais parce que cela ressemblait à une promesse silencieuse, faite à cette partie de moi que j'avais trop longtemps laissée en veille. J'ai loué un petit appartement à Florence, au-dessus d'une boulangerie dont les volets s'ouvraient à l'aube. Un endroit simple, bain d'odeur de pain chaud et d'air ancien. J'avais toujours rêvé d'y aller, sans jamais l'admettre vraiment. Cela m'avait toujours semblé trop égoïste, trop inutile. Il y avait toujours mieux à faire de l'argent, toujours quelqu'un d'autre à prioriser. Mais là, dans cette cuisine étroite aux carreaux usés, avec une petite table ronde sous la fenêtre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps. Une paix sans justification, un calme qui ne demandait rien. J'ai flâné dans la ville sans but précis. Les matinées étaient pour l'espresso et les cartes postales, les après-midi pour les musées ou griffonner des fleurs sauvages dans un carnet acheté chez une libraire ambulante. Je parlais aux gens dans un italien maladroit, et ils me répondaient avec patience et sourires. Là-bas, personne ne savait que j'avais été, ce que j'avais traversé. On me voyait comme une femme aux cheveux argentés, tranquille et curieuse, seule mais pas perdue. Un soir, je suis tombée sur un petit fleuriste entre deux librairies. Le propriétaire, un homme d'une soixantaine d'années, parlait avec ses mains et composait ses bouquets comme on écrit une chanson. Je suis restée longtemps à le regarder, puis j'ai osé me présenter, à ma façon hésitante. Il m'a invité derrière le comptoir. J'ai passé une heure à l'aider à nouer des rubans. Nos échanges ponctuels de gestes, de sourires, de silences partagés. C'était la première fois depuis la fermeture de ma boutique que je touchais des fleurs fraîches. Je n'avais pas réalisé à quel point cela m'avait manqué, pas le travail, pas les commandes, juste le simple fait de créer de la beauté son obligation. Ce soir-là, assise près de la fenêtre ouverte de l'appartement, j'écoutais les bruits de pas sur les pavés et le tintement des verres en terrasse. Je ne me sentais pas transformée. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais entière. Et pour la première fois depuis des années, je ne mesurais pas ces moments en fonction de ce que j'avais donné ou perdu. Je le laissais simplement m'appartenir,
Elle est arrivée dans une enveloppe blanche ordinaire, sans expéditeur. Juste mon prénom, écrit à la main. L'écriture de Maxime. Le cachet de la poste venait de Lyon. J'y retourne l'enveloppe plusieurs fois avant de l'ouvrir, comme si une excuse allait surgir de l'encre elle-même avant même que je lise les mots. La lettre ne faisait qu'une page. Une écriture nette, mesurée, un ton hésitant entre la défense, l'incompréhension, et ce qui aurait pu ressembler à du regret si qu'elle n'était pas noyée dans tant de justifications. Il ne parlait pas vraiment du mariage, pas directement. Il disait que les préparatifs avaient été puissants, que les émotions étaient à fleur de peau, et qu'ils avaient voulu éviter les tensions. Il écrivait qu'il avait été surpris par l'annulation du voyage, que cela lui avait semblé disproportion, qu'il aurait préféré que je lui parlais d'abord. La phrase qui me restait en tête était presque à la fin. Tu n'étais pas obligé d'aller jusque-là. Je l'ai lu une première fois, puis une seconde plus lentement. Il n'y avait aucun mot sur l'argent, aucun mot sur l'absence, sur le silence. Rien qui reconnaissait la place que j'avais occupée, ni celle que j'avais perdue. Juste cette idée que ma réaction avait été excessive, que j'avais rompu un contrat silencieux dont lui seul fixait les règles. J'ai repris la lettre et je l'ai remise dans l'enveloppe. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ressenti de colère, juste une immense lassitude, pas le genre de fatigue qu'une nuit de sommeil efface. Non, une fatigue d'avoir porté une poète qui n'était plus la mienne. Ce soir-là, je suis sortie dans le jardin, une allumette à la main. L'air était frais, le ciel dégage. J'ai allumé le feu dans le petit brasero que j'utilisais parfois l'été. La flamme a saisi le papier au coin. Il s'est recroquevillé, noirci, puis s'est effondré en cendres. Je n'ai pas fait de copier. Je n'ai pas répondu. Certaines choses ne méritent pas de réponse. Certains silences parlent plus fort que tous les mots. De retour à l'intérieur, la maison était paisible. J'ai préparé une infusion, enroulée dans un vieux plat-chine dans le grenier de ma mère. Je me suis installée près de la fenêtre, regardant les étoiles briller doucement dans la nuit. Je n'avais plus besoin de me justifier. Pas même face à l'image de celle que j'avais été. Le printemps est arrivé plus tôt que d'habitude cette année-là. Dès la mi-mars, le givre avait quitté les plates bandes et de petites pousses vertes percaillent déjà la terre. J'ai enfilé mes vieux gants de jardinage, ceux que j'utilisais encore du temps de la boutique, et je suis sortie de chercher l'arrière du jardin. Il faisait bon, le sol était meublé, accueillant. J'ai commencé par semer des fleurs sauvages, cosmos, coquelicot, lin bleu, des fleurs sans prétention qui n'ont besoin que d'un peu d'espace pour s'épanouir. Ensuite sont venues les herbes, basilic, menthe, thym, des parfums familiers que le vent faisait doucement circuler autour de moi. La cour qui n'avait plus servi depuis longtemps reprenait vie sous mes doigts. À l'intérieur, j'avais rouvert la véranda où je préparais autrefois mes compositions. J'avais dépoussiéré les étagères, lavé les vieux vases, aligné mes sécateurs et quelques rouleaux de ruban. Ce n'était plus pour des clients. Ce n'était même plus pour le commerce. C'était pour moi, pour elles. Chaque samedi, un petit groupe de jeunes femmes du programme de mentorat venait passer l'après-midi avec moi. Nous nous installions autour du plan de travail, et je leur montrais comment marier les textures, choisir les couleurs selon la lumière, reconnaître quand une fleur avait atteint son apogée. Elles riaient fort, débattaient sur les combinaisons, prenaient fièrement des photos de leurs bouquets. C'était imparfait et magnifique. Je les regardais évoluer dans cette pièce comme j'avais un jour imaginé Maxime le faire, avec curiosité, avec soin, avec fierté. Ce n'était pas la même place dans mon cœur, mais qu'était une place, et elle existait, elle grandissait. Un soir, après leur départ, je suis restée un moment seule, adossée au plan de travail. Une tige de lavande avait été oubliée sur la table. Je l'ai glissée dans un petit vase et posée sur le rebord de la fenêtre. La semaine suivante, je me suis acheté une nouvelle paire de chaussures, confortables, solides, d'une jolie prune discrète. Le genre d'achat que j'aurais évité autrefois, pensant que l'argent pouvait être mieux utilisé ailleurs. Mais cette fois, je les ai portées sans remords. Elles me rappelaient que j'avais encore le droit d'avancer, doucement, mais avec assurance.
Et dans le jardin, près du vieux cerisier que j'avais planté après la naissance de Maxime, j'en ai planté un autre. Pour moi, un cornouiller. Modeste mais robuste, ses fleurs s'ouvrant sans rien demander à personne. Certains matins, je me réveillais avant le lever du soleil. Non par inquiétude ni par habitude, mais parce qu'il y a dans ces moments suspendus un calme que je ne trouve nulle part ailleurs. Le monde retient son souffle, juste avant que la lumière ne s'étire au-dessus des collines. Je prépare de m'installer près de la fenêtre de la cuisine, et je laisse le silence s'installer autour de moi. Il ne m'effraie plus, il m'appartient. La maison est plus calme qu'avant, mais pas vide. J'ai déplacé quelques meubles, repeint le couloir, rempli les étagères de livres que j'ai repoussés depuis des années. Il y a désormais un rythme lent, volontaire, qui me ressemble. Je continue d'aider au centre du jardin, et parfois, j'ouvre le carnet acheté à Florence pour y dessiner une fleur, juste pour le plaisir de sentir mes mains à l'œuvre. Je ne parlais plus beaucoup de Maxime, pas par rancune, parce que j'ai fait la paix avec ce qui estimait certains liens s'étirant jusqu'à disparaître. Certaines décisions redessinent la carte de votre vie. Et parfois, lâcher prise est la seule façon de revenir à soi. Je ne suis pas devenu quelqu'un d'autre. Je ne me suis pas métamorphosé. J'ai simplement quitté un rôle que j'avais tellement habité que j'avais oublié comment me tenir droit sans lui. La femme que je suis aujourd'hui n'est ni plus forte, ni plus sage. Elle est juste libre. Quand on me demande si j'ai de la famille, je réponds avec honnêteté. J'ai élevé un fils, je lui ai tout donné. Et quand il a décidé de partir sans se retourner, je l'ai laissé faire, sans courir, sans supplier. Je suis resté. Dehors, le cornouiller commence à fleurir. Ses branches s'élevant, fragiles mais décidées. Je l'ai planté pour moi, non pour marquer une perte, mais pour honorer ce qui reste après le silence. Il poussera bien après mon départ. Peut-être que quelqu'un un jour s'assiera à son ombre, sans connaître l'histoire qu'il porte. Mais moi, je la connaîtrai et cela me suffit.